Ma passion du dessin, ça remonte vraiment à très, très, très loin, je pense. Mon père dessinait pas mal, donc j'avais vu ses dessins, donc ça m'avait donné le goût de ça. Et puis, je me souviens que j'ai toujours dessiné, en fait, bah, comme tous les enfants à l'école, mais moi en plus, je continue à dessiner à la maison, quoi, c'est ça. Donc c'est ce qui fait. Et puis après, ben, effectivement, au lieu d'aller jouer avec les copains, ben, moi, j'étais dans ma petite chambre et puis je dessinais, quoi. Donc ça remonte à loin, quoi. Mais ça en fait pas un métier a priori. Donc voilà, c'est juste qu'au départ, c'était un goût pour le dessin et puis, le fait qu'on avait beaucoup de livres d'art à la maison, que nos parents nous emmenaient dans les musées, voir les expos et tout ça. Donc je pense que ça a dû accentuer le goût de ça, quoi, aussi. Et puis quand j'avais, 8-9 ans, on m'a j'ai été aux Beaux-Arts d'Avignon, on m'a proposé donc de faire des cours le jeudi, donc j'ai sur présentation de mes dessins, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est là que mes parents se sont dit, bah, finalement, si tu arrives à aller aux Beaux-Arts à cet âge-là, alors qu'en fait c'était à 12 ans normalement, c'est qu'a priori, c'est pas si mauvais que ça, quoi. Donc voilà. Et moi, j'y allais donc une fois par semaine le jeudi, parce qu'à l'époque c'était le jour de congé. Et j'allais jeudi, je dessinais des plâtres en fait. J'ai commencé pendant 2 ans, j'ai fait ça. J'ai dessiné des plâtres, donc c'était des reproductions en plâtre ben des frises de l'Acropole, des têtes de dieux romains ou dieux grecs, enfin des choses comme ça, quoi. Donc ça a formé un peu mon œil en fait. Voilà, ça c'était pendant 2 ans et après on a quitté et puis on a quitté Avignon, mais j'ai continué à dessiner en reproduisant essentiellement. Parce que comme j'avais lu des bouquins de la Renaissance, enfin des conseils de Michel-Ange, de Vasari, les peintres que j'admirais, les peintres de la Renaissance que j'admirais, ils disaient tous qu'il fallait copier d'abord avant d'inventer. Donc pendant des années, j'ai seulement copié en fait. Soit d'après nature, finalement assez peu, mais d'après des tableaux, d'après des choses comme ça, des sculptures et tout ça. Pour moi, le dessin, c'est vraiment l'apprentissage permanent parce que, et je continue encore à apprendre. Sinon, j'aurais plus envie de dessiner en fait. Moi, j'aime bien être élève, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Si c'est des choses que je sais déjà, bah, ça m'intéresse moins. Même si, et là, dans ce que je fais depuis des années sur l'épervier, a priori, on pourrait se dire, bah, c'est des choses que je connais. Ben non, en fait, c'est même un peu bizarre. C'est que tous les matins, j'ai l'impression de repartir à zéro. En fait, j'ai du mal le matin à dessiner, au fur et à mesure de la journée, ça avance, mais j'ai l'impression de plus savoir. Donc souvent, même, je suis obligé, comme j'ai pas de mémoire, je suis obligé de noter comment je travaille, quel outil j'utilise, etc. Ma main a de la mémoire, en fait, mais moi, mon cerveau n'en a pas, mais ma main, heureusement, a un peu de mémoire. Donc voilà. Mais du coup, ça donne cette impression qu'on a toujours besoin d'apprendre. En plus, comme je fais du dessin historique, j'apprends de nouvelles choses à chaque fois, quoi. Et j'essaie de dessiner d'une autre manière, enfin d'une autre façon, voilà, de me remettre en question sans arrêt. Et ça, c'est aussi la formation que j'ai eue chez les jésuites, en même temps que j'étais à Avignon, chez les jésuites, j'étais 4 ans, 5 ans, ouais, presque 5 ans chez les jésuites. Et en fait, on t'apprend toujours à remettre en question ce que tu sais, à reformuler, enfin, tu vois, à changer d'angle de vue. Et en dessin, c'est ce qu'on fait tout le temps. En fait, on essaye de voir les objets ou les personnes sous tous les angles. Et donc, dans la vie, c'est ce que j'essaye de faire aussi, tu vois. Donc, je me méfie beaucoup de mes points de vue du moment en me disant que peut-être que demain, ce sera plus le même, quoi. C'est parfois un problème. Je pense que le doute fait progresser. J'arrive pas à être satisfait de mes dessins et voilà, quoi. En fait, dans la tête, on a toujours des dessins en avance. On est toujours un peu plus loin du coup, on est presque toujours déçu de ce qu'on fait. Donc, ça peut aussi poser un problème, c'est que du coup, pourquoi se lever le matin si tu sais que le soir, tu vas être déçu par ce que tu as fait dans la journée? Le hasard m'a fait rencontrer les gens que j'admirais quand j'étais enfant, donc, et adolescent surtout. Quand j'étais adolescent, je lisais un peu de tout, hein, des grands classiques. J'étais un gros lecteur, hein. J'avais deux passions, le dessin et la lecture. Mais entre autres, je lisais des signes de piste parce que mon père avait été scout et donc il m'avait conseillé ça comme lecture. Alors les histoires m'intéressaient bien, mais ce qui m'intéressait, c'était les dessins. Entre autres, les dessins historiques. J'achetais beaucoup les signes de piste avec les dessins historiques où je les empruntais en bibliothèque, c'était plus souvent le cas. Et donc, je reproduisais des dessins de Pierre Joubert. Donc,
J'avais, ouais 9, 10, 11, 12 ans. Pendant plusieurs années, j'ai lu ces bouquins-là, j'ai reproduit des dessins et en fait, je pense que le goût de l'histoire que j'ai vient entre autres aussi de ces dessins de Pierre Joubert qui avait, enfin, j'avais l'impression de plonger dans l'histoire avec grâce à ces dessins et donc et c'est vrai quand je suis arrivé en donc c'est en 77, j'ai par hasard rencontré Pierre Joubert et voilà, c'était juste extraordinaire. Enfin voilà, j'étais tremblant, j'étais totalement ému, tu imagines? Enfin voilà, rencontrer une idole, quelqu'un que tu as dessiné, dont tu admirais le travail, dont mon père admirait son travail aussi, tu vois? Et là, le rencontrer en chair et en os, ce petit bonhomme, il avait 67 ans quand je l'ai rencontré, j'en ai 60, je vais en avoir 68, donc je suis maintenant plus vieux que l'âge qu'il avait quand je l'ai rencontré. Mais pour moi, c'était un vieux bonhomme, et donc voilà. Et, et c'est vrai que je lui ai montré les dessins que je faisais et il m'a dit qu'il recherchait effectivement des illustrateurs. Déjà à l'époque, on cherchait des illustrateurs, entre autres historiques, et entre autres pour la collection Signes de piste. Et ils avaient du mal à en trouver, donc c'est comme ça que qu'il m'a proposé éventuellement de faire des tests de dessin, de m'entraîner à dessiner des signes de piste. Et pendant un mois, j'ai fait ça. Je me suis entraîné à faire des têtes, des visas dans le style de Pierre Joubert, parce que ce serait un peu ce que demandait Signe de piste. Et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Donc, et comme les éditeurs étaient à Paris, il fallait que je m'installe à Paris. C'était plus facile. J'habitais Guingamp à l'époque, donc c'était un petit peu loin. Et il m'a proposé de m'héberger provisoirement. Et donc, provisoirement, je suis resté presque 10 ans chez lui, quoi. Donc, on a eu une super connexion. Et puis voilà, j'avais le même âge que son dernier fils, Bruno, qui venait juste de partir. On s'est croisés. J'ai occupé sa chambre, puis après une autre pièce, etc. J'en ai fait mon bureau. Et pendant presque 10 ans, voilà, j'étais le huitième enfant de la famille Joubert. Et c'était génial comme apprentissage, quoi. Les deux autres rencontres, c'est effectivement d'abord Jean Giraud, là aussi par hasard, en voyant, comme j'habitais Paris, j'avais vu une affiche chez Boulinier qui annonçait une exposition de Jean Giraud. Donc je suis allé voir cette exposition. Il se trouve que je revenais de chez Hachette où j'avais récupéré des dessins. Et il se trouve aussi qu'à cette expo-là, ce jour-là, il y avait Jean Giraud. Là aussi, c'était le hasard qu'il soit là. Il aurait pu et il était là avec Régis Loisel et Michel Rouge. Et donc, je crois que c'est Régis qui a demandé ce qu'il y avait dans ma grande farde. Là, et je lui ai montré mes dessins. Jean est venu regarder à son tour. Et voilà, ça a été notre première rencontre, quoi. Et il m'a proposé, après, à l'époque, il habitait dans les Pyrénées, à Castet. Il m'a proposé éventuellement, s'ils m'intéressait, de venir le voir dans son atelier. Alors, t'imagines, ça, on te propose ça, Giraud, quoi, qui était. Alors, Pierre Joubert, c'était mon idole en illustration, et Giraud, c'était mon idole en dessin, quoi, en bande dessinée, quoi. Donc, et, euh, et donc, un mois après, je suis allé le voir, et là, c'était une époque où il avait un peu envie d'arrêter Blueberry, plutôt pour se consacrer à sa nouvelle série qui était l'Incal. J'ai vu donc les 5 premières pages, et ça le branchait vraiment. Il allait beaucoup plus vite, il avait envie de changer un peu, quoi, tu vois. Donc, mais moi, bon, Blueberry, non, c'était trop. Il m'avait proposé ça, mais non, c'était juste pas possible. Moi, j'étais trop jeune, et puis même passer derrière Giraud, c'était juste impensable, quoi. Jean Giraud savait que Jean-Michel Charlier cherchait des dessinateurs pour, entre autres, reprendre Barbe Rouge, parce que JG venait de décéder. JG qui avait succédé à Hubinon, qui était décédé quelques années plus tôt. Du coup, j'ai rencontré donc Charlier au Fouquet's, c'était son lieu de rendez-vous, n'est-ce pas? Donc c'était là aussi, là pareil, avec ma farde, rencontrer Charlier, voilà, mon idole de scénariste. Donc là, en l'espace de enfin, en 70, en 3 ans, 4 ans, j'avais rencontré Joubert, Giraud et Charlier. Donc voilà, qu'est-ce que je peux. C'est juste impensable. Quand j'y repense, je me dis, mais comment ça peut être possible, quoi. Mais en plus, c'était vraiment le hasard, quoi. Après, et j'ai jamais forcé, ça c'est venu comme ça. Et donc, et là, effectivement, Charlier, qui avait besoin de quelqu'un sur Barbe Rouge, m'a proposé de faire des essais pareils pour Barbe Rouge. Et donc, j'ai commencé à faire les toutes premières pages. Et il se trouve que le jeune José-Louis Bocquet, qui est devenu ensuite un scénariste et éditeur, a eu vent de ça. Il est venu chez moi. Et donc, il faisait un truc dans le journal Spirou qui s'appelait Pirate, je crois. Donc, c'était un petit fascicule qui était inséré dans le journal Spirou. Et moi, il m'a demandé de faire une page. Et donc, j'ai fait un truc qui s'appelait La fille du pirate. Donc, c'est juste une planche, comme ça.
Et dans le texte à côté, comment dire, José Louis disait au lecteur que je reprenais la série Barbe Rouge. Les qualités pour un dessinateur réaliste, je crois que c'est la patience. Il faut accepter de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur tes dessins. Plus tu es proche de la réalité, plus c'est difficile. Tout simplement parce que le lecteur va remarquer la moindre erreur. Dans du dessin réaliste, si des fois ça se joue à 1 millimètre ou à 2 millimètres, suivant la taille des personnages. Quand tu as des petits personnages qui font que 5 centimètres, le moindre écart, le moindre détail, la proportion, le jeu des personnages, la façon dont ils se tiennent debout, tout se voit. Donc, du coup, tu dois faire encore plus attention. Quand tu fais du dessin semi-réaliste ou du dessin d'humour, même si des dessinateurs d'humour comme Uderzo ou Franquin étaient pour moi aussi des dessinateurs réalistes, parce que tout est juste, mais en fait, tu as une beaucoup plus grande liberté. Donc, ça pose un vrai problème, et c'est beaucoup plus long à dessiner, parce que tu dois vraiment tout bien mettre tes personnages, le niveau des hanches, des épaules, enfin, tourner le cou, enfin, tout est compliqué en fait. Et, tout doit être juste. Et plus tu es juste, plus tu dois être juste. De la même façon que moi, plus je suis juste dans ma reconstitution historique, et plus je dois l'être. Parce que le lecteur, au bout d'un moment, il ne veut pas que ça dégringole. Donc, on est toujours un peu. J'ai toujours l'impression qu'il y a un lecteur, enfin, quelqu'un derrière mon épaule qui dit: oh là là, la tête est un peu grosse, ou là, tu vois le problème, quoi. C'est ça qui est motivant parce que justement, on en revient à ce qu'on disait au début, tu as toujours le doute d'être juste, d'être correct, et en même temps que ce ne soit pas raide, parce que c'est le gros problème aussi en dessin réaliste, en voulant être trop juste, on perd la vie, quoi, tu vois. Donc il faut trouver le bon équilibre. La ligne d'horizon autour des yeux, c'est presque la ligne naturelle. Quand tu es debout, bah, tu vois les choses à hauteur de tes yeux. Donc voilà, donc c'est une ligne naturelle et c'est la ligne qu'utilisaient les peintres classiques. Donc moi j'étais habitué à travailler avec cette ligne-là. Donc pour moi c'est ma ligne moyenne, hein. Et après, donc quand il se passe des choses juste banales, un peu, j'ai tendance à mettre cette ligne-là d'horizon à hauteur des yeux. Et après, quand je vais accentuer, faire un effet supplémentaire, donc soit je baisse ma ligne d'horizon, ma ligne des yeux, parce que les Anglais disent eye level, je trouve une ligne des yeux, c'est mieux. Et du coup, ça accentue les choses, ça fait une petite contre-plongée ou une plus grande, et pareil, tu te mets debout, enfin plus grand, et tu hausses ta ligne d'horizon. Et donc, ça fait une ligne moyenne, et après, en fonction de ce que je veux faire, j'accentue plus ou moins les effets. Et quand je fais des personnes qui dialoguent, il y en a une assise, une debout, bah à un moment, je vais utiliser la ligne de la personne qui est debout, la ligne des yeux de la personne qui est debout, puis après celle qui est assise. Donc voilà, ça fait des choses tout à fait naturelles. J'essaye de ne pas faire trop d'effets extravagants, sauf justement dans les scènes de mouvement, dans les scènes d'action, de combat. Là, on peut vraiment le faire. Et par exemple, quand je fais des séquences à Versailles, quand je veux pas déformer les lieux, quand je veux faire, ça fait enfin, quand je fais une reconstitution d'un lieu, par exemple, là, je me mets à hauteur des yeux, comme si le lecteur était avec moi et entrait dans la pièce. Mais je sais qu'André Juillard travaille un peu aussi comme ça, parce qu'on a une formation classique, donc on a cette formation. Et en plus, ça permet de faire entrer vraiment le lecteur avec toi, quoi, en même temps que les personnages. Parce que si tu te mets au ras du plancher, c'est une vision que tu n'as jamais. Ouais, ou collé au plafond, c'est rare. Donc de temps en temps, tu en fais, ça te permet de situer les lieux, par exemple, quand tu fais une vue avec situer différents personnages, des choses comme ça, ou avec un décor. Et sinon, ça fait des trucs un peu artificiels, quoi. Donc je le fais, mais un peu plus rarement. Moi, je fais de la reconstitution historique depuis vraiment des années. Et effectivement, à l'époque, quand j'ai commencé, la documentation, c'était uniquement dans les livres. Tu pouvais trouver que dans les livres ou dans les archives. Bon, les archives, j'ai pas les accès. À l'époque, j'avais pas les accès parce que je suis pas universitaire, tout ça. Donc, c'était des livres. Donc, 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 tous mes droits d'auteur passaient dans les bouquins. J'ai acheté des livres, donc j'ai lu surtout. Comme j'étais chez Pierre Joubert, j'ai bénéficié de sa documentation, mais il avait une documentation d'illustrateur. C'est-à-dire qu'un illustrateur, il va faire 10 dessins sur un sujet, puis point. En bande dessinée, tu dois le faire sur énormément de dessins, sur des centaines, voire des milliers de dessins, et tu dois dessiner des personnages sous tous les angles, tu vois, donc tu es obligé d'approfondir beaucoup plus le sujet. Donc au début, j'ai eu beaucoup de mal, et puis petit à petit, comment dire, il y a des livres qui sont sortis par exemple sur les bateaux,
l'archéologue naval Jean Boudriot a sorti des monographies énormes sur les bateaux. Donc j'ai tous les plans de mes bateaux au 1/48e, donc je me balade dedans, tu vois. Euh, sur la ville de Brest, par exemple, quand je suis arrivé ici en Bretagne, il n'y avait rien. Le passé de Brest n'existait plus. Puis petit à petit, les historiens ont sorti des archives, etc. Puis maintenant, il y a Internet. Et effectivement, sur Internet, au début, il n'y a pas grand-chose, mais petit à petit, il y a de plus en plus de choses. Il y a plein de choses qui sont numérisées. Donc moi, je vais sur Gallica, je trouve plein de choses en ligne, en fait, où les universitaires ne vont pas chercher, mais moi, je vais chercher dans les endroits improbables. Donc j'ai une documentation absolument énorme. Et pour Versailles, et pour les bateaux, j'ai la chance de travailler avec des spécialistes. Donc je suis allé à Versailles. J'ai fait mon premier livre sur Versailles, le tome 7, tout seul, uniquement avec la documentation que j'ai trouvée. Et après, je suis allé le montrer à des. J'ai téléphoné tout simplement au standard à Versailles, au château, et j'ai demandé à parler à un conservateur, et puis voilà, qui m'a renvoyé sur un autre. Et j'ai eu comme ça des contacts, et maintenant j'en connais plusieurs qui me servent de guide. Je ne les embête pas, mais au moins je vais leur demander si c'est plausible, si c'est crédible. Parce que même à Versailles, où on a des milliers de plans, il y a toujours des choses qui manquent. Tu vois, des choses qui ont disparu, qu'on ne trouvera jamais. Donc là, effectivement, il faut essayer d'inventer. Mais à partir du moment où tu connais ton sujet, ton époque, tu sais comment c'était en fait. Hein, ça peut être plausible. Mais je sais qu'à chaque fois, là, je dois reconstituer la salle du trône du château de Versailles. Donc, je suis allé sur place, mais je suis allé au Louvre retrouver tous les tableaux. Donc, ça m'a permis de me rendre compte que les historiens qui disaient que tel tableau était dans la salle, ben, c'était juste pas possible parce que le tableau est trop grand, il ne peut pas rentrer dedans. Donc, il y a plein de trucs comme ça, tu arrives à avoir des erreurs. Parce que nous, en dessin, on doit tout montrer en fait. Tu peux pas laisser du blanc. Un écrivain, un historien, quand il ne sait pas, il n'en parle pas. Et toi, tu vas pas. Si tu as une porte, tu vas mettre une poignée. Enfin, tout doit être. Enfin, tu dois tout montrer. Il y a toujours des choses qui manquent dans les descriptions, même les plus précises. Alors qu'en dessin, on peut tout montrer effectivement. Voilà. Mais du coup, c'est plaisant aussi à faire. Ça m'arrivait des fois de passer des semaines, des mois, bon, pas en temps plein, bien sûr, pour trouver un truc, un détail d'une pièce ou d'une chose comme ça que personne ne va remarquer, mais moi je sais que c'est là, tu vois, donc que j'ai mis le truc au bon endroit, à la bonne dimension, tu vois, donc ça c'est. Et j'ai reconstitué des pièces de Versailles en mettant des choses qui sont complètement éparpillées. Et c'est là où Internet me permet de faire ça. Tu vois, dans le tome 7, j'ai voulu reconstituer la chambre du conseil de Versailles. C'était une pièce entièrement couverte de miroirs. La pièce existe, mais là, tout a changé. Et il y avait plein d'objets extraordinaires qui valaient des fortunes. Et c'est à la galerie d'Apollon au Louvre. Seulement là-bas, cette pièce-là, tu n'as pas le droit de photographier les objets. C'est impossible. Donc, je suis allé sur le site du Louvre et là, tu as tous les objets en photo, tu as leur dimension, etc. Donc, tu peux retrouver. Donc, là, Internet te permet de faire des choses extraordinaires, quoi. Et dans une pièce ou dans un des cabinets, dans une pièce de travail de Louis XV, il y avait plein de tableaux. Autrefois, j'aurais dû aller dans chaque musée où je trouve les tableaux pour pouvoir avoir cette documentation-là, ou acheter des tonnes de bouquins et encore sans. Là, maintenant, tu fais une recherche Internet et tu les trouves. Et tu trouves leurs dimensions. Après, il faut trouver les cadres, parce que les cadres, il faut changer. Enfin, tu vois, et ça, c'est plaisant à faire. Ça, c'est un truc que je fais le soir quand je suis fatigué, crevé de ma journée de dessin, et ça, c'est agréable, quoi. Alors, la sélection pour le livre, bah, en fait, moi, j'ai fait des photos avec mon téléphone. J'ai photographié donc des centaines de dessins, et après, ils ont fait leur choix. Donc, et en fait, j'en ai photographié beaucoup plus parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de matière. Donc là, on fait un bouquin, mais si ça marche, Jean se dit, et c'est là qu'il me dit, ben, pourquoi on ne ferait pas un tome 2? Ben oui, mais ça, je sais pas. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu mettre, en fait. Je me rendais pas compte que j'avais fait finalement tant que ça de trucs parce que je suis quand même très lent. Je suis pas Juillard, hein, je suis pas, et encore moins Sfar ou, voilà, ou Satouf. Mais finalement, il y a pas mal de trucs d'illustration. Et donc, il y avait beaucoup de matière. Donc, on a fait ça. Et après, ils ont choisi avec Marianne, sa maquettiste. Donc, voilà, ils ont fait leur choix aussi en fonction de la maquette et tout ça. Donc, il y a plein de trucs qui manquent, évidemment. Mais la plupart des choses, même si elles ont été éditées, par exemple, des bouquins que j'ai fait pour des livres d'histoire, c'était représenté en tout petit et en couleur. Et là, c'est en grand format en noir et blanc.
même format plus grand que les originaux, mais du coup, c'est rigolo. Et moi, c'était un. Il y a des cartons à dessin, je les avais pas ouverts depuis 50 ans, quoi. Donc, j'ai revu des dessins. Ah là là, mon Dieu, ça fait drôle. J'ai fait une crise d'asthme d'ailleurs, parce que ça sentait, il y avait un peu de poussière. Mais c'était. Non, c'était rigolo de voir aussi que j'avais oublié que pendant alors que je faisais Barbe Rouge au pinceau, noir et blanc, en même temps, pareil, je faisais des dessins d'illustration à la plume, ligne claire, etc. J'ai toujours travaillé avec les deux techniques. Et là, ça me manque un peu dans l'épervier, où je ne fais plus que du dessin au trait. Ça me manque le noir. Donc, de temps en temps, quand j'ai des cases de noir au pinceau, là, je suis content. Ça me replonge. Ouais. J'ai toujours balancé entre différents styles, différentes techniques, voilà, entre André Juillard et Giraud, entre Karl Larsson et Frazetta. Enfin voilà, j'ai des goûts qui sont très, très variés, quoi.